c'est pas terrible. J'en ai rajouté un petit peu pour vous faire plaisir, mais il y a aucune adrénaline. Ah bah j'ai perdu la main, hein, c'est tout. Et pourquoi des voix allemandes dans le bordel? Ah bah ça, j'ai tenté des trucs en impro, mais... Bah ouais, mais ça m'a sorti du truc. Au lieu d'avoir à peine la chair de poule, j'avais plutôt envie de me marrer. Hein. Ah bah j'ai perdu le fil, hein. Désolé pour vous. Bon, moi il va falloir que j'y aille, faut que je me prépare pour la soirée d'Halloween. M'en voudrais pas, hein. Ah non, du coup c'est pour ça que je vous avais fait venir, à la base c'était pour vous retarder. Non, faut arrêter les effets de lumière, hein, ça fait mal aux yeux. C'est moi, aujourd'hui, qui remplace cet empaffé de loup et sa nostalgie. C'est mon émission et je suis en train de récupérer la chaîne YouTube. Il y a plein de paperasse à faire et du coup ça prend du temps, mais enfin bon. Bonjour, bande de connards hein, et de connasses, hein, je vais pas faire dans la dentelle, il manquerait plus que ça. Ici Mac Corbac, pour écraser la nostalgie. Sentiment qui, je vais vous le prouver, déforme la réalité. C'est pas parce que c'est Halloween qu'on va parler de choses qui font peur, on va plutôt même parler de sujets bien drôles. Vous vous souvenez sans doute avec tendresse de ces bouquins-là. Bon, moi aussi j'en ai lu quelques-uns, j'avais adoré celui-ci, hein, Jeu de monstres. Sa couverture est sympa, l'ambiance de la forêt, on imaginait des trucs assez fantastiques lorsqu'on lisait ces nouvelles créées par R.L. Stein. Bon, en termes de lecture, j'ai quasiment rien à dire, parfois ça volait pas bien haut. L'intérêt résidait à la fois dans nos imaginations de gamins et également dans le strange twist final de chaque histoire. Un strange twist, c'est un petit retournement de situation à la fin d'un conte qui ne termine pas vraiment la situation merdique dans laquelle se trouve le protagoniste. Bon, les bouquins, ok, mais vous souvenez-vous de l'adaptation télévisuelle? Parce qu'en termes d'ambiance, ce qu'on peut dire, c'est que ça n'avait rien à voir avec les petites nouvelles. Et chaque histoire devenait alors un nanar pour les jeunes. Ça a commencé en 1995 aux USA, un an plus tard au Québec dans Canal Famille, et en 97 en France dans La Planète Donkey Kong, présenté par un Donkey Kong en image de synthèse, remplacé par la suite par KD2A. Et si à l'époque on pouvait ressentir quelques angoisses en matant un épisode, du moins au début, vous allez voir qu'on se demande désormais comment il est possible de ressentir quoi que ce soit par de la honte. Attention, c'était des programmes jeunesse, c'était très bien qu'ils fassent ça, mais du coup c'est la nostalgie de merde là qui fausse tout et qui nous fait penser que c'était bien. Terreur sous l'évier, c'est l'épisode préféré des plombiers ou des agents d'entretien. Une gamine à tête de connasse. Si, elle a une tête de connasse. D'ailleurs, on retrouvera cette actrice dans Freddy contre Jason en 2003. Elle a bien grandi, hein. Emménage avec sa famille dans une nouvelle maison. Je vais vous dire un truc. Si votre chien gratte en pleurant dans un endroit et que vous ne savez pas pourquoi, eh bien faites attention. Elle file des conseils inutiles, je vous l'avais dit que c'était une connasse. Direct entrée dans la baraque, son clébard sent quelque chose sous l'évier. Elle ouvre et y trouve... une nouvelle sponsor McDonald's pour ses nuggets? Mais c'est tout simplement une éponge. Oui voilà, une éponge avec des yeux et des dents, connard. Personnellement, je suis bien content d'avoir un lave-vaisselle. Bon, en gros, c'est une sorte de monstre qui porte malheur. Elle va devenir maladroite, le chien va alors se barrer, elle va engendrer un faux raccord quand elle a la gueule pleine de savon qu'en cherchant sa serviette, elle touche l'éponge et que quand elle se retourne, elle a plus rien sur la gueule. Notez que pour plus tard, lors des éjacs faciales, c'est vachement pratique. Et bref... les gamins en font des caisses lorsqu'ils enquêtent sur le phénomène. Alors, t'as vu qu'est-ce que je disais, hein? C'est encore pire que dans X-Files! Non, ça, gamin, c'est surestimer la série de merde dans laquelle tu joues. Ils décident d'enterrer l'éponge afin de se débarrasser de la malédiction. J'avais raison sur un point. Notre chance allait effectivement tourner. Mais malheureusement en pire. Ça veut rien dire, si c'était déjà merdique et que c'est pire, la chance n'a pas tourné. Bon, elle fait examiner l'éponge à une de ses profs, qui est bien gentille parce que moi je l'aurais envoyé chier. Puis, par acquis de conscience, les gamins vont rechercher l'éponge dans l'école, en pleine nuit. Ça s'appelle une effraction. L'agent d'entretien va subir la malédiction en se cognant. Il aurait pu brûler sur place, mais là non, il s'est cogné. Les gamins se rendent alors compte que la musique adoucit l'éponge. Mais oui, c'est ça, le cruel n'aime que le malheur et refuse tout le reste. La musique rend heureux. Ah, ça dépend, t'aurais mis du Jules ou du Squeezie, je pense que c'était la fin du monde, là. Du coup, à la fin, pour éviter la malédiction, la gamine est condamnée à foutre un Walkman à l'éponge tous les matins jusqu'à la fin de ses jours. C'était sans compter le strange twist final. Qu'est-ce que tu as là? Qu'est-ce que tu m'as rapporté? Qu'est-ce que c'est?
Une pomme de terre? J'ai toujours dit que je le sentais pas, moi, Monsieur Patate. Bon, vous voyez que ça volait pas bien haut, mais bizarrement, on regardait et on kiffait. Mais avouez que là, maintenant, c'est de la grosse merde, quand même, hein. Alors, votre nostalgie à la con et votre loup, là, ils peuvent aller se rhabiller, quoi, faut arrêter 5 minutes, tout n'est pas bon. Malgré tout, parfois, on pouvait être un petit peu surpris, notamment par la présence de sang dans le début de l'épisode « L'horloge maudite ». Et un jumpscare. Alors, évidemment, c'est désamorcé juste après, hein, le sang étant du sirop de grenadine ou la gamine qui a trop tôt ses règles, j'en sais rien. C'est qu'une lune! Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une lune? C'est un nul! Quand on parle en verlan, c'est qu'une lune! Rien que pour ça, la gamine mérite d'être martyrisée, ou plutôt les dialoguistes, parce que ça, c'est juste pas possible. Bon, vous imaginez bien le délire de l'horloge maudite, hein, que le père rapporte un jour à la maison et qui est magique, la gamine qui est une peste et son grand frère qui prend toujours dans la gueule à sa place. Si vous avez un peu d'imagination, l'histoire est facile à deviner, mais une fois de plus, imaginez ça peut être bien plus angoissant en lisant le bouquin par exemple, qu'avec une adaptation dans laquelle les acteurs jouent maladroitement. Le gamin veut faire accuser sa petite sœur d'avoir touché à l'horloge de son père. Il faudra l'expliquer ce coup-là, Tania. Elle est trop petite pour atteindre le coucou. En réalité, le héros va remonter le temps en étant conscient de la situation. Alors, pour le coup, ça peut donner l'angoisse, cette histoire. De 12 ans, il passera à 6 ans et devra retrouver l'horloge au magasin d'antiquités. C'est pas crédible pour un sou et les événements s'enchaînent un peu trop vite, mais bon, voilà, faut que ça tienne en 20 minutes. Comme par hasard, quand il redevient bébé, c'est pile le jour où les parents vont chez l'antiquaire. Bon... admettons, le gamin de 2 ans réussit à remettre la tête du coucou, il revient à l'âge de 12 ans, mais sa sœur a disparu. Oh bah c'était pas une grosse perte à se comporter comme une connasse. Du coup c'est une histoire qui finit bien, et ça donne la patate. Allez, un autre épisode. Pour des raisons de budget et de collection non achevée, nous n'avons pas pu filmer le livre dont est issu l'épisode traité. Nous opterons alors pour un effet de titre basique écrit avec la police d'écriture Arial. Ce message était destiné à rallonger la vidéo. Je me fiche de ce que vous direz, je ne veux pas vivre ici! Oh non, là, oh, redonde. Ils sont encore en train d'emménager, ces cons-là. Suivez les aventures de quelqu'un de casanier, merde. Bon, l'histoire est merdique, hein. Ils ont emménagé dans des marécages, il y a un ermite pas loin, il paraîtrait que c'est un loup-garou. À un moment donné, le gamin se fait attaquer par un kleps en pleine nuit, puis exactement 36 secondes après l'attaque. C'est un bon chien! C'est un gentil chien, il a essayé de me bouffer. On peut le garder? Est-ce qu'on peut le garder avec nous? Non, mais essayez de faire semblant d'avoir des idées. Comme d'habitude, la grande sœur et les parents voudront s'en prendre au chien qui en fait est devenu le meilleur ami du héros. Ce dernier n'est cru par personne, évidemment. C'est bien dommage qu'il n'y ait jamais eu de meurtre bien sanglant dans les chairs de poule, parce que je vous jure que parfois on aimerait que certains membres de la famille se fassent déchiqueter salement la gueule. Il y a eu 3 versions françaises, l'une québécoise, l'autre française et une autre belge, aussi pour la première saison notamment. Alors, je vais parler de la VFF, la version française, qui faisait défiler de très bons comédiens de doublage. On a pu y entendre Michel Dodane, ou Jean-Pierre Leroux qui double Ligon dans SOS Fantôme. Et par exemple, dans cet épisode, Les Épouvantails de minuit, qui porte un titre assez accrocheur, admettons-le, on pourra entendre Philippe Dumas et Maurice Sarfati. Il ne va pas tarder à pleuvoir, mon garçon. Non, on ira une autre fois, hein. Moi, j'aime bien les grenouilles. Vous ne devriez pas les ennuyer. Et vous reconnaissez la voix de la grand-mère? Allez, mes chéris, rentrons avant qu'il se mette à pleuvoir. Tout le monde à l'intérieur. Oui, allons-y. Je vous laisse réfléchir un peu et je vous donne des réponses à choix multiples. Tu en es sûr? Tu as bien fermé toutes les portes? Je te l'ai dit, arrête de t'affoler. Et les fenêtres, tu les as bien fermées. La voix de Jennifer dans Retour vers le futur? La voix de Dorothée? La voix de Tom Sawyer? La voix de Bonne Mine dans Astérix? Bravo à celles et ceux qui avaient trouvé directement, il s'agissait de Francette Vernilla. Les grands-parents semblent savoir que quelque chose cloche chez eux, et cet épisode met en scène des épouvantails et possède quelques plans un peu plus glauques que d'habitude. Mais putain, faut toujours qu'on en arrive au moment où les gosses jouent à la balle et que la balle se perd dans les fourrés ou les champs. Arrêtons de faire croire aux jeunes que dans les années 90, on ne savait que faire du vélo et jouer à la balle, merde. On faisait comme tout le monde, on allait aux putes et on fumait des joints à 14 ans.
Mais malgré tout, il y avait quelque chose de très intéressant à faire avec les épouvantails. On est à la saison 2 et forcément l'équipe du projet a pris un tout petit peu de grade. Bon, c'est toujours au niveau des dialogues que ça pêche, hein. Tu sais bien que Stanley est un peu attardé. Maintenant, il se prendrait des procès pour ça, mais au final, quand on est gosse, on cause comme ça entre nous, il y a rien de bien méchant, quoi. Les épouvantails ont été amenés à la vie par le débile, justement, hein, dont le fils aidera les héros à comprendre ce qui se passe. Ce qui est complètement con, puisque durant toute la première partie de l'épisode, il s'amuse à leur faire peur pour rigoler, alors qu'il connaît déjà la situation anxiogène dans laquelle ils sont plongés. Évidemment, il y a de quoi faire, il y a toujours de l'ambiance dans des champs de maïs avec des épouvantails hantés, des courses-poursuites, se cacher dans une grange. Décapite-le, Stick. Oui, décapite-lui le bras. Au final, c'est le gamin qui met en route la moissonneuse et bute tous les gens. Non, juste les épouvantails. Ceci dit, le twist final invitera l'attardé à lire une nouvelle formule magique qui mettra en route toute seule la moissonneuse batteuse. Enfin, toute seule, il y a quand même un connard qui conduit. Et le final est bien différent dans le bouquin, puisque c'est un gros ours en peluche qui se mettra à vivre et voudra commencer à bouffer les gens. Mais j'imagine que pour l'adaptation télé, il était plus facile d'animer une moissonneuse batteuse conduite par un mec qu'un animatronique conçu pour 3 secondes d'apparition. Des appels monstrueux. Le premier de la classe, la tête de Turc, veut se venger d'une gonzesse qui l'humilie. C'est-à-dire rien comprendre pourquoi elle et pas un autre, étant donné que toute l'école entière se fout de sa gueule. Y a même un gros con qui bouffe de l'oignon pendant l'interclasse, et qui lui dégueule dessus à moitié. Qu'est-ce que c'est que cette école? Et puis alors, à nouveau du stéréotype, en veux-tu en voilà, celui qu'on maltraite, c'est le gamin bien coiffé qui porte des lunettes et des chemises beaucoup trop grandes pour lui, et c'est pour ça que depuis des décennies, ça se passe comme ça dans les lycées. Merde, il serait peut-être temps que les fictions se mettent un peu à maltraiter les beaux gosses ou les grands balèzes. Bon alors, malgré tout, il y a une petite nénette qui devient son amie. Elle a pitié, quoi, en gros, hein. Et oh putain, un self! Rien que pour ça, cet épisode fout vraiment l'angoisse. C'est comme ça qu'on a engendré certains serial killers, hein, attention. Un jour, ils me le paieront. Bon, en gros, la fameuse Talia, c'est la première à l'avoir insulté de faillot. Elle a commencé à me traiter de faillot et du coup, les autres ont fait comme elle. Mais demain, je tiendrai ma vengeance. Ce sera à son tour de se faire mettre... C'est pas la peine de devenir vulgaire, nom d'un petit corbeau. Ce sera à son tour de se faire mettre en boîte. Ah oui, non, mais là, du coup, c'est ringard. Normalement, la méchante doit recevoir des appels en pleine nuit, mais il s'est fait prendre à son propre piège en racontant son idée diabolique. Et dommage pour lui, il possède un téléphone dans sa chambre. Quelle idée! Quand t'habites chez tes parents, laisse-les au moins se faire chier eux-mêmes avec les démarcheurs. Il s'avère que les emmerdeurs seraient au final des mutants qui appellent en pleine nuit chez notre ami. Oui, bon, quand vous mettez des masques à des gamins, maquillez leurs yeux, sinon ça fait con. Enfin, peut-être que lui, il pouvait pas parce qu'il était allergique au maquillage. Les mutants le prennent pour leur commandant, et ils ont un plan qui vise à transformer tout le monde en mutant. La mondialisation, quelle connerie! Et il va devoir verser des capsules de je sais pas quoi dans la bouffe de la cantoche afin que tout le monde puisse se transformer. C'est moi ou ça devient tout de même très très con? Bon, moi écoutez, c'est trop pour moi, alors on s'arrête là. Au revoir, à la prochaine. Au bout d'un moment, on a vraiment l'impression de voir un épisode de Bioman avec de vieux déguisements. Mais le personnage principal devra faire le choix à la fin entre sauver tout le monde et empêcher les mutants d'envahir la ville, ou les laisser faire et devenir leur chef. Et pour quelqu'un qui s'en prend toujours plein la gueule, bah le choix est vite fait. Tu préfères être un martyr ou le maître du monde? Savourez ces gâteaux gratuits. Mais non, dis-leur tout. Quel débile. J'ai pas voulu ça, Iris. Et à partir de maintenant, je serai plus celui dont on rigole. Bon, ça se termine comme ça. Les épisodes se terminaient ultra rapidos. Il n'y a pas de morale à la fin, si ce n'est... même si vous n'avez pas de budget, pensez quand même en premier lieu à prendre un scénariste. Je suis le commandant. Non, je t'en prie. Ils ont fait des films plus récemment pour remettre les chairs de poule au goût du jour, mais franchement c'est de la grosse daube, parce que le premier film n'est pas inspiré d'une des histoires, mais plutôt de ça.
Oui, le film est inspiré du premier plan du générique télé, à savoir l'auteur R.L. Stein, qui laisse s'échapper ses histoires. Donc, on a devant nous un énième film dans lequel des personnages prennent vie dans le monde actuel, comme dans les Schtroumpfs à New York, ou le film Il était une fois avec des personnages de contes de fées à Manhattan, qui se situe à New York aussi du coup. Ah, par contre, dans Chair de Poule le film, les protagonistes ont quitté New York. Ah bah ils essaient d'être originaux les mecs. On va s'arrêter là. Je pourrais vous causer de l'épisode Le sous-sol interdit, dans lequel le père des gamins bosse la botanique au sous-sol de la baraque. Les botanistes cherchent tous à prendre ce qu'il y a de mieux sur une plante afin de le greffer sur une autre. Ouais, ça s'appelle enter. E-N-T-E-R, verbe utilisé dans la botanique. Du coup, on a un vrai épisode hanté. Je pourrais vous parler des dialogues somptueux. Miam. Ou des plans effets spéciaux foireux quand il duplique le père, on voit bouger le cadrage de gauche. Ou le strange twist avec des fleurs qui se mettent à parler avec la voix du père. Margaret, aide-moi. Je t'en prie. Je suis ton père. Ton vrai père. Non, c'est moi ton père. Non, c'est moi. Non, désolé, c'est trop pour moi. C'était tellement mauvais que... McCorback, t'as toujours pas compris que l'important c'était le fond et pas la forme. Hein? L'important c'est l'époque et les souvenirs qu'elle engendre. Comment t'as fait pour te libérer? C'est mon émission, je dis encore ce que je veux. Non, c'est mon émission et ma chaîne. Hein, Chair de Poule, c'était peut-être pas génial, mais ça reste un bon petit souvenir de programme jeunesse, d'une époque bien moins pourrie que celle de maintenant. Mais maintenant, on a la technologie de bons effets spéciaux et tout est devenu assez fade. Je m'en fous, je resterai sur mes positions. La nostalgie, c'est de la dope, et surtout, ça rend les gens dépressifs. C'est l'époque dans laquelle on vit qui les rend dépressifs. Oh, et puis m'emmerde pas, dégage d'ici. Tu peux toujours te brosser, je bougerai pas d'un pouce. McCorback. Il est con aussi, fallait pas prendre exemple sur Beetlejuice et Candyman.